Bonjour à tous et bienvenue dans mon podcast Jalal Temple. On est en direct de la deuxième capitale, Paris, avec un invité spécial, Mani Nordine, qui vient d'arriver tout juste du Kazakhstan, c'est ça, de Almaty? Absolument. J'ai fait une escale à Istanbul où on a eu un événement privé. Et après, on a été au Kazakhstan, Almaty, Astana. Il faisait moins 28 degrés, donc je suis un peu mieux à Paris. Bah, tu es habitué à ces températures avec Oh, tes tournées un peu dans les pays de Sibérie de temps en temps. absolument. La Russie, l'Ukraine, la Lituanie, enfin tous ces pays, je connais bien. Ouais. Je connais bien. Tu as trouvé Borat à Kazakhstan? C'est pas mal celle-là, elle est C'est- pas mal du tout. Il y avait vraiment des gens qui ressemblaient à Borat là-bas. Sincèrement, c'était Ouais, fou. ouais. Avec des moustaches, des looks improbables. Mani, tu sais, à chaque fois que je te vois ou que je te rencontre, j'ai une pléthore et une multitude de questions que j'ai envie de te poser. La question qui me vient à l'esprit à l'instant même, c'est, il y a des gens qui ne font pas de sport, il y a des gens qui font 3 fois de sport par semaine, il y a des gens comme moi qui font 7 sessions de sport par semaine, il y a des gens comme toi qui font 15 sessions de sport par semaine. Quelle épreuve des Jeux Olympiques es-tu en train de préparer? Bah, tu connais l'aptitude des Marocains, hein. Il paraît qu'on a un mental de fer, donc direction dans le corps. Donc en fait, moi j'adore le sport parce que tu le sais très bien, ce métier c'est un métier de stress, c'est un métier de décision, Mhm. c'est un métier de stratégie. Et je pense que le seul moment où on peut justement couper avec ce stress qui est le téléphone, qui est notre arme fatale mais en même temps notre ennemi. Donc je pense que le sport ça nous permet aussi de se vider la tête. J'écoute beaucoup de tes sons dans mes headphones et ça me laisse partir comme ça dans la deep house, dans la house. C'est génial, je trouve, d'avoir ce moment à nous, de faire du sport, se retrouver face à soi-même, dépasser ses limites. Et moi, je dis toujours un truc que j'adore dire, il n'y a personne qui peut faire du sport à ta place. Le sport, tu pourras jamais l'acheter. Cette discipline, tu pourras jamais, jamais la remplacer. Et en fait, le sport, ça stimule ton mental, qui est le mindset. Et le mindset, c'est un muscle. Plus tu le muscles, ça s'appelle un cercle vertueux. Des fois, il y a des cercles vicieux, et celui-là, c'est le cercle vertueux. C'est-à-dire qu'à force de faire du sport, tu développes ton mental. Après, tu as une espèce de faculté d'adaptation à toutes les situations, et surtout, tu as quelque chose que j'adore dire, never give up, ne jamais lâcher. Et le sport, c'est ça. Si ta série, c'est de 1 à 15, tu vas pas t'arrêter à 8. Tu vas finir ta série jusqu'à l'échec, on appelle ça dans le sport. Et c'est peut-être ça qui m'attire dans ce sport. Ça nous aide à nous, les hommes d'affaires de la musique, les business managers, de toujours aller délivrer. Et c'est à l'image en fait de la vie en général. Il y a un côté discipline qu'il faut faire. Ben, on a des duties qu'on doit faire tous les jours. C'est la duty par rapport à ton physique, un esprit sain dans un corps sain. C'est le corps qui, au final, ben, nous propulse et nous permet de vivre et d'avoir un mental aussi solide que tu mentionnes. Absolument. Et qu'est-ce qui est le plus dur? De soulever une haltère ou de soulever son téléphone pour répondre à un call? Voilà. La réponse, elle est vite question, faite. exactement, la Ouais. question, elle est posée et la réponse, elle est évidente. C'est que c'est beaucoup plus facile de répondre au téléphone ou d'envoyer des mails ou d'aller signer des contrats qu'aller à la salle et tous les jours se faire violence à soi-même. Mm. Parce que moi, je dis toujours, si tu veux trouver le meilleur adversaire, la chose la plus simple, c'est de se mettre devant un miroir et se regarder. Il est Ouais. là, son C'est adversaire. ça. C'est pas l'adversaire d'à côté. Moi, je dis toujours, quand tu manges, ne regarde pas l'assiette de l'autre. Regarde-toi. Et c'est vrai que le plus dur, c'est de se faire violence. Et la discipline, c'est quoi? La discipline, c'est un muscle. Encore une fois, je le répète, c'est un muscle que tu dois entraîner. Ça ne vient pas naturellement, la discipline. Et moi, j'ai commencé le sport, grâce à Dieu, alhamdoulilah, quand j'ai eu 8 ans. Et j'ai 48 ans, ça fait 40 ans de sport. 40 ans de sport. Voilà. Quasiment tous les jours. En tout cas, ça, je Tous peux les le jours, j'ai une confirmer. salle de Je te sport vois chez faire moi. ceci. J'ai pas d'excuses. Dans tous les hôtels du monde, on ne book pas un hôtel s'il n'y a pas une salle de sport. Mm. Dans toutes les villes du monde, j'ai Google. Il n'y a aucune excuse. Et s'il n'y a pas tout ça, il y a une paire de baskets et un petit jogging. Petit jogging, des pompes, tu peux soulever le lit, soulever les chaises. Il n'y a Exactement. pas d'excuse du tout. Tu bien peux faire sûr. du hiking en montagne, tu peux te promener dans la ville, c'est aussi du sport. Voilà, il n'y a pas d'excuse. La vie, elle est très simple. C'est dommage que les gens se la compliquent. Mani, je sais que tu as grandi à Taounat. Tu es né à Taounat, en fait. Je suis né à L'Azaïb, qui est une petite ville à côté de Taounat. Encore un douar, c'est encore plus dans la pampa. C'est exactement à 80 km de Taounat, c'est ce qu'on appelle de la piste en montagne. Tu ne peux accéder. La fin du voyage se fait en cheval. C'est que cheval ou drone? C'est Y a pas- exactement. Drone interdit par le royaume. Ah oui, c'est vrai. C'est le Maroc. On a eu la chance d'avoir eu l'autorisation pour mon documentaire. On a eu une autorisation gouvernementale, autrement c'est interdit, pour des raisons de sécurité. Bien sûr, c'est compréhensible, tout à fait. Et donc, du coup, comment on est passé du Mani de Taounat, ou c'est même pas Taounat, en fait, c'est quoi le nom déjà? Tu peux me rappeler? L'Azaïb. L'Azaïm. Mani de l'Azaïm, L'Azaïb. l'Azaïb. Donc, on est passé de Mani de l'Azaïb
Mani de toutes les villes du monde, succès multiplanétaire dans toutes les villes auxquelles on peut penser, Miami, New York, avec des rencontres et de la gestion d'artistes, tous l'un plus notorieux que l'autre. Comment s'est faite cette progression? Bien évidemment, il y a plusieurs années qui ont eu lieu entre les deux. Mais si tu peux nous faire un petit raccourci ou un sommaire. En fait, la réponse, elle est très simple. Quand on vient dans un village du Maroc qui s'appelle La Azaïb, à 80 km, on n'a rien à perdre. On a tout à gagner. C'est ça que j'aime dans cette ascension. Le fait de sortir d'une condition, entre guillemets, pauvre, tu ne peux faire que gagner. Et j'adore cette phrase. C'est les Américains qui m'ont appris ça. Ils m'ont dit, ce que tu as, c'est acquis. Ce que tu vas gagner, c'est encore un autre acquis. Donc en fait, le fait de la Zaïb, et je pense aussi, il y a une phrase que j'adore d'un poète marocain, que je n'arrête pas de citer, qui s'appelle Tahar Ben Jaloul. Méfiez-vous des rêves de jeunesse, car ils finissent toujours par se réaliser. En fait, c'est ça. Tu as un dream, tu as un rêve. Tu te dis, moi, quand j'étais petit, je savais, à 8 ans, c'est pas à 15 ans, c'est pas à 20 ans, à 8 ans, je savais que j'allais avoir cette vie que j'ai aujourd'hui. J'étais persuadé. Ma mère me prenait pour un fou, mon père encore pire, mes frères et sœurs et mes amis pensaient que j'étais un rêveur. Mais en fait, c'est ça l'histoire. Tu rêves, tu exécutes et tu profites. Et en fait, il y a une phrase qui dit, d'abord, on se moque de toi, après, on ne te prend pas au sérieux, et une fois que tu as exécuté, c'est trop tard pour te copier. Bien sûr. J'aime beaucoup cette phrase. C'est-à-dire qu'une fois que tu es à 100 mètres, c'est impossible de te rattraper. Ouais. Mais il faut rêver. Ouais. En fait, le rêve, c'est quoi? C'est de se dire, tout est possible, mais il faut rêver des rêves réalistes aussi. Moi, c'est vrai que mon rêve, il a fait un grand écart exceptionnel, mais j'étais pas loin de la réalité. Et souvent, en fait, c'est les premiers 90% qui prennent le plus d'efforts et de travail sans forcément de résultats. Et c'est tout à la fin qu'on commence à voir les fruits de son sérieux, de sa discipline, et qui se transforment en des résultats concrets qu'on peut vraiment se voir manifester. En fait, l'histoire, c'est que souvent, les gens, ils arrêtent juste avant d'exécuter leur rêve. C'est là la différence entre make it happen, comme ils disent les Américains, et la différence de se dire « Ah, c'est trop dur ». Mais c'est ça qui est génial. Si c'était si simple, personne ne le ferait. Exact. Donc en fait, tout le monde pourrait le faire. Donc l'histoire, c'est quoi? C'est de se dire, j'ai un rêve, mais il ne faut pas de plan B. Ça, c'est ma phrase préférée. Ça, je l'ai marqué même dans mon office à New York. No plan B. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que le plan A, il y aura des embûches, et il y a tout le temps des embûches, il n'y a pas un plan qui se déroule parfaitement. Moi, mon parcours, il n'est pas parfait. Par contre, c'est cette imperfection qui l'a rendu encore plus charmant. C'est parce qu'il était imparfait. J'avais pas de structure scolaire, j'avais pas de structure d'anglais, j'avais pas des parents riches, j'avais pas d'argent, j'étais musulman dans un pays hyper catho américain, etc., etc. J'avais que des embûches. C'est peut-être ça qui m'a fait réussir. C'est parce que c'était pas simple. Mais je pense que j'avais des parents milliardaires et j'avais de l'argent. J'aurais été, je sais pas moi, catho, je me serais appelé Brian Smith. Peut-être j'aurais pas réussi autant. Je pense que c'est ça l'histoire. C'est que nous, on a trouvé des solutions où il n'y en avait pas. Et c'est peut-être aussi, encore une fois, on va me trouver très patriotique, mais c'est le côté marocain. Ouais. On a toujours des solutions à un problème. C'est ça que j'adore au Maroc. C'est que malgré... Regarde, il y a un quartier qui s'appelle Dabr al-Lef, à Casablanca. Il y a les hackers du monde entier. Tous les problèmes sont résolus là-bas. Voilà. N'importe quel téléphone tu leur apportes, n'importe quelle voiture, n'importe quel ordinateur, ils te le réparent. Et c'est pas des gens qui ont fait HEC, c'est pas des gens qui ont fait Polytechnique, qui ont fait l'école normale. C'est des gens qui ont appris sur des formations sur Internet. C'est ça qui est encore plus impressionnant. Aujourd'hui, si tu aimerais te présenter en quelques mots, comment tu te décrirais? Qui est Mani Noordine? Moi, j'adore ce mot. C'est ma nouvelle appellation, networker. Je suis un networker. J'ai un réseau qui s'appelle Network en anglais. Et je pense que je monétise mon réseau. C'est plus ça. Parce qu'à l'époque, j'étais manager. Après, j'ai été éditeur. Après, j'ai été producteur. J'ai été également directeur artistique. J'ai été chorégraphe. J'ai été danseur. Ça fait beaucoup de casquettes. Mais je ne pense pas que c'est de l'appellation normale. Je pense que je suis un networker. C'est-à-dire que toi, quand tu m'appelais, on a une conversation de musique, tu m'as dit, voilà, j'ai besoin de cet artiste-là, c'est de qui je parle. Je t'ai dit, pas de problème, je l'appelle. C'est ça le réseau. En anglais, on dit « my network is my net worth ». Et ça a été la couverture du Time Magazine que j'ai fait. C'est une phrase qui a marqué beaucoup de gens parce que c'est vrai, ton réseau, la qualité ou peut-être la quantité de ton réseau, c'est aussi ta valeur financière. C'est bien beau d'avoir de l'argent,
C'est bien beau d'avoir du power. C'est bien beau d'être beau. C'est bien beau d'être intelligent, d'être talentueux. Mais ça ne sert à rien si tu n'as pas de réseau. Ça va rester dans le tiroir de ta chambre. Donc, vaut mieux avoir peut-être moins de qualité introspective en toi, mais plus de réseau. Donc, moi, je conseille aux gens de développer leur réseau. C'est quoi un réseau? C'est d'avoir des très bons avocats, des très bons comptables, des très bons compositeurs, des très bons stylistes, des très bons producteurs. Et c'est ça un réseau. C'est de pouvoir avoir dans chaque domaine artistique. Et ça s'apprend aussi, encore une fois, par la fibre humaine. Quand on est quelqu'un d'humain, le Marocain de base, il est hospitalier. C'est-à-dire, il n'a rien à te donner. Il va t'inviter dans sa chambre. Petite maison. Il va t'inviter. Moi, je l'ai vu ça quand j'étais petit. Parce que je voyais mon père, qui n'avait pas beaucoup d'argent, mais qui était très, très sociable. Donc nous, dans l'immeuble, on avait beaucoup de voisins, etc. Je me souviens d'une anecdote qui est incroyable, qui m'est revenue il n'y a pas longtemps. Mon père, on habitait dans un HLM. Donc un HLM en France, c'est vraiment les appartements sociaux, très ghetto, etc. Et on voulait un appartement dans un meilleur quartier. Je me souviens toute ma vie, ça m'a marqué quand j'étais petit. Mon père, il faisait faire un couscous à ma mère et il allait apporter le couscous au gardien, qui était un Portugais, qui avait la décision de lui donner un appartement dans un autre immeuble. Pendant des mois, et un jour, ce fameux gardien, il adorait le couscous de ma mère. Il est venu à la maison, il a dit à mon père, voilà, j'ai réussi à trouver un appartement. Et ça m'a marqué. J'avais 6 ans ou 7 ans, je m'en souviens. Ça m'a marqué parce que je me suis dit, ok. Donc en fait, avec la consistance, avec l'amabilité, avec la gentillesse, tu peux tout avoir. En effet, le network, c'est la base de tout. Avec nos téléphones sur WhatsApp, si on a besoin de quelque chose, de gérer des visas dans un certain pays, de gérer des artistes dans un autre. Il faut connaître l'ambassadeur, il faut connaître le consul. La dernière fois, on n'a pas pu prendre un avion. J'ai appelé à l'aéroport, ils ont fait retarder un avion. C'est incroyable quand même. Il faut un réseau. J'ai appelé le président directeur général de la compagnie aérienne qui a fait retarder de 27 minutes un avion en prétextant un problème technique. Alors ça, ce n'est pas du réseau, je ne sais pas ce que c'est. Parce qu'on était en escale, on allait rater l'escale. Et le concert, c'était le soir même. C'est-à-dire qu'on n'avait aucune chance de pouvoir... Même un jet, on n'aurait pas eu le temps de le prendre. On n'avait aucune chance de faire la date. On était à Athènes, on a atterri à Nice, et Nice, on devait aller à Londres. Le concert était à Londres. Dans l'avion, avec la Wi-Fi, j'ai réussi à contacter le président directeur général de la compagnie en l'implorant. Il a fait prétexter un problème technique et les gens ont attendu dans le vol pendant 27 minutes. Et on a réussi à prendre le vol. C'est incroyable. J'aimerais bien savoir quelle est la raison qu'ils ont dû leur dire à l'avion. Ils ont dit que c'était un problème technique. C'est un problème technique. Mais ils n'ont pas dit que c'était nous carrément. Le nom Mani, il n'est pas du tout dans l'histoire, bien évidemment. Non. Ouais. Ça, c'est un exemple. Ouais. Ça arrivé. Donc, ça veut dire que le réseau peut sauver des situations. Voilà. Donc, après, le réseau, comme les jeunes, ils vont me dire oui, mais moi, j'ai pas de réseau. Mais c'est comme un tableau. Il faut bien commencer par quelque part. Donc, au départ, tu vas peut-être connaître le physionomiste d'une boîte de nuit ou peut-être un videur dans une boîte de nuit où tu vas lui demander des jouets, qui va peut-être en parler à son patron quand il va voir qu'il est de bonne humeur. La condition d'un DJ, c'est ça aussi. C'est pas juste attendre. Il faut provoquer les choses. Bien sûr. Et souvent, le problème des DJ, des artistes, etc., c'est qu'ils attendent qu'on leur mâche le travail. Ça, c'est la culture des réseaux sociaux. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ils ont l'impression que tout est facile. Non, rien n'est facile. Tout est à construire. Parmi tous les artistes avec qui tu as travaillé, si on peut citer quelques-uns, si tu peux nous donner 3 ou 4 de tes favoris ou alors les plus connus, ou ceux que tu as le plus adoré travailler avec, quels seraient-ils? Alors moi, c'est assez connu dans le métier que j'aime beaucoup Snoop Dogg, pour plusieurs raisons. Parce que c'est quelqu'un qui est super... déjà, c'est quelqu'un de très talentueux. C'est quelqu'un qui a compris la société. Il s'est adapté. C'est quand même l'artiste qui, depuis 30 ans, au sommet des charts aux États-Unis. Il n'y a pas un moment où il n'y a pas une de ses chansons qui passe. Il n'y a pas un moment où tu roules en voiture aux États-Unis, tu ne vois pas un billboard de 14 mètres avec sa tête. Ouais. Il fait des chaussettes, il fait des joints, il fait des téléphones portables. Là, il vient de sortir une barre de basket avec qui j'étais associé avec lui, avec Philippe Lain. Donc, en fait, il fait tout. Il fait des émissions de télé, il fait même une émission de cuisine où c'est numéro 1 aux États-Unis. Il fait des films. Là, il sort un film sur Netflix. Le mec, il ne s'arrête jamais. Et il a 35 ans de métier. Et il a vendu 70 millions d'albums. Je souhaite à n'importe quel artiste. C'est le plus gros vendeur de rap de tous les temps. Et c'est le West Coast. Ça, c'est l'artiste que j'aime travailler. Déjà parce qu'il est humain.
J'aime beaucoup Akon, ça tout le monde le sait, Mhm. pour plusieurs raisons. J'aime ses valeurs familiales, il est musulman, on a été à la Mecque ensemble, on a partagé des galères ensemble. J'aime beaucoup 50 Cent, avec qui je m'entends super bien pour d'autres raisons. J'aime son côté smart, son côté malin, son côté street, son côté ghetto, euh, son côté vraiment charriant. J'aime beaucoup Bruno Mars, avec qui j'ai beaucoup Mhm. travaillé. J'aime David Guetta. J'en ai Paris Jackson parce que j'ai eu la chance de rencontrer Michael Jackson. C'est sa fille, je travaille beaucoup avec. Je pourrais t'en citer. J'aime beaucoup Sean Paul. Mhm. J'aime ce côté humain. Euh, En fait, moi, j'ai besoin d'avoir une connivence humaine avec l'artiste. Ok, le les Américains, ils adorent dire it's not mercenary, it's just a business. Ça, c'est complètement américain. Ben, moi, je suis pas un Américain. Même si je suis résident américain, je serai toujours un Marocain. Et avec le cœur français aussi, parce que j'aime beaucoup la France. C'est quand même la France qui m'a donné ma bourse pour aller étudier aux États-Unis. Donc, je serai toujours reconnaissant de la France. Et il faut jamais manger la main qui te donne à manger. Et pour moi, la France, les États-Unis et le Maroc, c'est le mélange parfait pour moi. C'est trois cultures qui me conviennent totalement, mais je ne pourrais pas habiter qu'aux États-Unis, je ne pourrais pas habiter qu'en France et je ne pourrais pas rester qu'au Maroc. Donc j'ai besoin des trois. Et je prends le meilleur des trois. Mhm. De toute façon, de nos jours, maintenant, tout est décentralisé. Il y a du travail à faire dans toutes les villes du monde. Absolument, Il y a des vols pour partir là où on veut partir. Et il faut gérer les business partout, tout le temps. absolument. Il faut occuper le terrain. Il faut occuper le terrain. Ouais. La question, c'est d'occuper le terrain. Mhm. C'est d'être partout. Alors moi, les gens, ils hallucinent, ils me disent, mais tu prends l'avion presque tous les jours, 3 fois par jour, des fois des jets, 3 pays dans le même jour. Je dis, mais vous n'avez pas compris qu'on n'a que 25% de nos capacités qu'on utilise, un humain. Donc on est encore loin des 100. Donc si j'arrive à 30 ou à 35, je suis pas plus fou qu'un autre, je suis juste un petit peu plus, j'ai un peu plus de capacité physique de le faire. Mais c'est parce que j'aime ça aussi. C'est pas quelque chose qui me dérange de voyager. Ça me permet aussi de travailler dans l'avion, de regarder des films, d'écouter de la musique. Il y a plein d'avantages. En fait, il faut toujours voir le verre à moitié plein et pas celui à moitié vide. Et le problème des gens, c'est que pour eux, oh, voyager, c'est fatigant. Oh, il faut parler plusieurs langues. Oh, il faut passer les douanes. Oh, il faut attendre son bagage. Oui, mais tout ne peut pas être parfait. Bon, en vrai, tous les temps d'attente dans un voyage, ils peuvent être utilisés pour faire du travail. Le temps d'attente dans le boarding gate ou dans le lounge, dans l'avion même, s'il y a du Wi-Fi. Puis il y a une dynamique. Il y a une sûr. dynamique quand tu voyages, que tu n'auras jamais dans un bureau. Ouais. En fait, ce qui tue le management, la production, l'artiste ou le DJ, c'est la redondance. Et toujours faire la même chose. Donc on tombe dans sa zone de confort. Par exemple, tous les jours, tu te réveilles à 9 h et tu vas prendre ta voiture, tu vas aller à ton bureau et au lunch à 13 h et tu vas ressentir. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être comme quelqu'un de normal. Ouais. Donc tu vas travailler normalement, alors que nous, on est des gens extraordinaires, dans le bon sens du terme. Pas du tout prétentieux, mais quand je dis extraordinaire, on fait les choses pas comme les autres. D'ailleurs, mon parcours à moi, il n'est pas comme les autres. Comment tu expliques qu'un danseur qui a été médaille d'or du conservatoire, qui a eu boursier pour aller à New York, il se retrouve manager de star? Ça n'a aucun rapport. Mais c'est parce que mon chemin, il est différent. Et c'est ça qui est beau. Moi, tous ceux qui ont réussi, et je les ai regardés autour de moi, c'est toujours des gens qui ont eu des chemins particuliers. Il ne s'est pas réveillé un jour, « Oh, je suis DJ ». Non, il a une vie, puis un jour, il se dit, « Ah, ton parcours à toi, il est intéressant. T'es pas né DJ. T'es pas né producteur de musique, on est d'accord. Tu as eu plein de choses, tu as fait des études, tu as fait un autre job, après tu as dit, ah, ça c'est pas mal. Mais c'est ça qui est bien, c'est que ton autre job, il t'apporte quelque chose qu'un autre DJ n'aura pas. Parce que lui, il va travailler tous les vendredis, tous les samedis dans le même club, il va être résident, et il va jouer la même musique, alors que toi, tu vas apporter quelque chose d'autre. Tu vas dire, ah non, moi ça me saoule, c'est toujours la même playlist, je vais changer ça, je vais rajouter un truc indien, je vais prendre un truc marocain, je vais faire un remix comme ça. Donc pourquoi? Parce que tu as cette ouverture d'esprit. Et on m'a toujours dit, quand tu vas dans un coin à droite, toi, prends le chemin de gauche. Au moins, tu prends un risque, mais tu seras seul. Donc, pas de compète. Ouais. En termes d'artistes, si on parle du... Chaque artiste a un temps qu'il va passer dans le studio pour produire des musiques, préparer ses nouveaux sons qu'il va publier pour son audience. Et il y a bien évidemment le côté où il y aura des tournées pour rencontrer les gens, pour bien évidemment jouer ses propres morceaux. Et c'est une question que je me pose toujours moi-même aussi en tant qu'artiste. Quelle serait la balance idéale entre les deux, du fait de ton expérience et du fait que tu côtoies tous ces artistes que tu as mentionnés? Ou alors, est-ce qu'il y a un équilibre idéal pour allier entre ces deux côtés, studio, production de musique et tournée? Vu que c'est dur de faire les deux en même temps. Moi, personnellement, je n'arrive pas à... Il faut que je sois dans le studio pour faire mes musiques. Si je suis en tournée, c'est beaucoup plus compliqué pour moi de produire.
Donc c'est l'un ou Alors, l'autre. alors moi, je pense qu'il n'y a pas de règle. Et je pense qu'il n'y a pas de règle et tout ne s'adapte pas à chaque fois. Par exemple, je vous donne un exemple. Le scénario idéal, c'est de faire que du studio pendant un certain nombre de mois. Et au bout d'un moment, utiliser tout ce que tu as fait, ce qu'on appelle cooking, studio cooking, pour aller le jouer au public. Ok. Ça, c'est le scénario idéal. Mais moi, je vais te dire une chose, c'est pas super intéressant. Pourquoi? Parce que ce genre de scénario, à un moment, ça ne peut pas marcher. Parce que quand tu es en studio, les gens t'oublient, donc tu n'es plus sur l'action. Et quand tu arrives en tournée, bah, en fait, c'est un peu artificiel. Moi, je pense qu'il y a des moments dans ta vie où tu vas faire du studio, il y a des moments dans ta vie où tu vas tourner, et il y a des moments dans ta vie où tu vas faire les deux en même temps. C'est-à-dire qu'en tournée, moi ça m'est arrivé avec des artistes, on fait ce qu'on appelle des home studios qu'on construit dans les hôtels. Ok. Mais cette vibe, elle est géniale aussi. Parce qu'il y a l'excitation, tu vas dans le lobby de l'hôtel, ça s'échange des idées dans l'ascenseur, ça arrive dans la chambre, ça enregistre. Il y a eu ça. Et des fois, les hits arrivent de là. Mais il n'y a pas de formule pour un hit. Il n'y a pas de formule pour un bon titre. Il y a juste ton mood. Donc, tu as des moods des fois où tu as vraiment envie de voir personne. Donc, en mode maison, sport, studio pendant des mois, parce que tu es dans une vibe créatrice. Et il y a des mois, tu as envie juste d'être en tournée, tu as envie de rien créer, tu as juste envie de rencontrer ton public. Et il n'y a pas de règle. Mais c'est ça qui est beau dans ce métier. C'est que ce n'est pas une science exacte. Autrement, on s'ennuierait. T'imagines si on avait un algorithme qui nous dirait Jalal, tu vas faire ça, 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 ça. Même toi, tu vas t'ennuyer. Ouais. Et puis, il y a un moment dans ta vie, je pense que quand tu débutes, tu as envie de tout casser, etc., de tourner. Puis, à un moment, tu as envie de dire attends, je préfère passer du temps avec mes enfants, ou avec mes parents, ou peut-être plus m'occuper de moi, et créer de chez moi. Et avec la technologie d'aujourd'hui, tu peux communiquer avec tes fans sans vraiment être sur scène aussi. Tu peux faire des lives, c'est le cas aujourd'hui. Tu peux faire des sessions à distance avec des producteurs, des Zoom calls ensemble. Il y a tellement de manières. Le plus important, pour moi, c'est la qualité. N'importe où. Tu peux enregistrer dans ta chambre. Tu peux enregistrer en studio d'enregistrement, le plus beau studio de New York. Mais ce qui compte, c'est la qualité. En parlant d'algorithmes et de technologie, on a bien évidemment remarqué des progressions exponentielles dans le monde de la musique en lien avec les technos, notamment avec l'apparition des CD, l'apparition des USB. Et ensuite, avec une plus grande envergure, l'apparition des sites web de streaming comme Spotify, Deezer et tout autre qui ont changé un peu le landscape total de la musique. La dernière évolution étant l'apparition de l'intelligence artificielle. Qui commence déjà à produire des résultats qui sont assez impressionnants. J'ai vu récemment un morceau qui a été créé complètement par une intelligence J'ai artificielle, entendu, ouais, c'est impressionnant. avec la même voix de Drake, les mêmes paroles que lui, et c'est vraiment indistinguable. Comment tu penses que la scène deviendra dans les 5, 10, 15 prochaines années par rapport à l'apparition de l'IA? Est-ce que... Nous, on est déjà là-dedans. Ça fait 2 ans qu'on a créé une boîte qui s'appelle Stage 11. C'est la métaverse. On est à fond là-dedans. On est dans l'intelligence artificielle. On est dans l'espèce de gaming / live métaverse dans un monde virtuel, etc. Mais il y a quelque chose qui ne pourra jamais remplacer, c'est le talent. Moi, je ne crois pas à ça. J'y crois pas du tout. Il y a encore 10 ans, nous-mêmes, on le disait. On disait, ouais, dans 10 ans, on va appuyer sur un bouton, on va sortir des instrus de psychopathes et personne ne fera mieux. Aujourd'hui, il faut juste regarder les faits. En anglais, on dit « men's lie, numbers not ». Donc, c'est-à-dire les gens mentent, mais les chiffres jamais. Donc, je t'invite à regarder les 10 premiers du Billboard de ce mois-ci ou de la semaine dernière, que ce soit en France, en Italie, aux États-Unis, au Maroc, ce que tu veux. Et si tu regardes les 10 premiers, c'est jamais des choses artificielles. C'est des gens qui ont été en studio, qui ont joué en live, acoustique, qui ont trouvé des super mélodies, qui ont été chercher des samples incroyables. Ça, tu ne peux pas le numériser, tu ne peux pas le digitaliser. Ça, je ne pense pas. Et même si tu pouvais le faire, à un moment, les gens, je le vois moi, parce que je suis producteur de tournée, il n'y a jamais eu autant de gens en tournée. Il n'y a jamais eu autant de ventes de billets. Après le Covid, c'est une explosion exponentielle. Tous les artistes vendent. Tous les lives sont sold out. Ce qui n'était pas le cas avant. Moi, je te le dis, ça fait 30 ans que je fais ce métier, donc je peux comparer. Pourquoi ? Plus la technologie augmente, plus le live marche. D'ailleurs, si tu regardes bien, l'évolution, elle est exceptionnelle. Pourquoi, aujourd'hui, on aime tellement les femmes naturelles ? Plus l'esthétique, chirurgie esthétique explose, plus les femmes naturelles ont la cote.
C'est exactement ce qui se passe dans la musique. Plus la technologie est forte, plus on a des appareils incroyables pour faire. Tu le vois en studio. C'est le mec qui a son petit papier comme toi et son stylo. C'est lui qui va cartonner. C'est le Bruno Mars dans sa chambre qui va te faire des mélodies exceptionnelles. Et alors que le mec... Alors, je donne un exemple. Pour aller dans le bon sens de ce que je suis en train de dire, les Japonais, les Coréens du Nord, c'est les meilleurs. Vrai ou pas? Uh-huh. Dans tout En ce qui est termes de technologie, techno. etc. Les Chinois. Pourquoi il n'y a pas un seul hit qui sort de Chine? Pourquoi il n'y a pas un seul hit qui sort du Japon? Pas un. Non, pas zéro. Pas un. Et pourquoi tous les hits sortent des États-Unis et de la France et des pays orientaux, etc. Parce que nous, on a la culture de la musique. La musique ne se copie pas. C'est des instruments qui peuvent nous aider. C'est vrai, ça va plus vite. Mais à un moment, il y aura toujours le papier, le stylo et la créativité. Moi, je pense à ça. Donc si on extrapole pour les 50 prochaines années, bien évidemment, aujourd'hui, tous les billboards, ce sont des vrais artistes avec des vraies expériences et du vrai talent. En extrapolant pour dans 50 ans, donc tu penses que ça va quand même continuer à être la même trend? En fait, je me rends compte que ça va être complémentaire. Il y aura toujours un truc artificiel, ou digital, ou comme tu veux l'appeler, mais il y aura également du concret artistique. C'est-à-dire qu'il y aura toujours les deux. Mais les gens, l'humain, il reviendra toujours vers le concret. C'est la preuve. Regarde, aujourd'hui, on a des instruments exceptionnels. On peut créer des lyrics en 10 minutes. On peut créer des... tu sais à quoi je compare ça? Ouais. Je compare ça à de la poésie. Regarde. Aujourd'hui, tu vas sur ChatGPT, pour ne citer que. Tu dis, Jalal aimerait que tu me crées un texte exceptionnel pour ma copine dont je suis super amoureux. Il va t'écrire un texte magnifique. Bien, mais ça ne remplacera jamais un poète. Jamais. C'est là, dans la blessure, et c'est dans l'imperfection, encore une fois, où tu as la beauté. Et Nietzsche disait, le beau est bizarre. Le beau est bizarre. Le beau, c'est pas la perfection. Être beau, c'est pas être parfait. Être beau, c'est être différent. Donc le fait d'écrire une poésie avec des mots qui vont te toucher ou qui va justement interpeller son émotion, l'émotion ne s'achète pas et ne se copie pas. Donc peut-être une faute d'orthographe ou peut-être un mot un peu maladroit, c'est ce qui va donner la beauté de ton texte. Alors que ChatGPT, c'est du parfait. Voilà. Comme une peinture. La beauté comme une dans peinture. l'imperfection. Comme une peinture. Ouais. Tu pourras jamais copier une peinture de Gauguin ou Picasso ou Basquiat. Impossible. Même le ChatGPT que tu as. Impossible. Ouais. En fait, on peut très bien avoir, si on met de côté la Joconde aujourd'hui, on peut très bien avoir un algorithme ou un processus informatique qui puisse générer exactement la même, de pixel pour pixel, mais on va toujours savoir que celle-ci, elle est faite par le vrai artiste et celle-ci, elle a été faite de manière... Elle a été faite surtout il y a tellement d'années. Alors que là, c'est normal de pouvoir la copier. L'important, c'est pas de la copier, c'est de la créer. C'est ça. Copier, c'est facile. Créer, c'est autre chose. En parlant de création, un élément important pour les artistes, c'est leur image et leur brand devant le public, notamment leur marketing. Quels sont les meilleurs moyens, à ton avis, pour qu'un artiste puisse gérer cette partie au maximum et l'avoir de manière optimale pour donner c'est la meilleure image de lui-même, de son travail, de ses achievements au final? Au final, l'artiste, théoriquement, sur le papier, c'est pas à lui de faire ça. Il doit avoir une team. Il y a une phrase que j'adore qui dit « Si tu es le meilleur dans ta team, c'est que tu es dans la mauvaise team. » Cette phrase, elle résume tout. C'est-à-dire que l'artiste, son rôle, c'est pas de faire du marketing. Son rôle, c'est d'être le meilleur sur scène, en studio. C'est tout ce qu'on lui demande. En tout cas, c'est ce que moi, je demande à un artiste. Tu ne peux pas te disperser et commencer à parler de marketing, de social media, de vidéo shoot. C'est pas leur métier. Et le problème d'aujourd'hui, c'est que les artistes, ils veulent tout faire eux. Alors, par manque de moyens, certes, mais c'est pas, pour moi, une bonne décision. Pour moi, une bonne décision, tu penses que Michael Jackson, il pensait à son marketing? Il avait des équipes. Forcément une équipe derrière. Voilà, ouais. exactement. Alors, c'est vrai que le mec qui débute, tu dois faire tout seul. Mais à un moment, quand tu te professionnalises, tu dois donner ça à quelqu'un qui est son métier. Tout simplement. Un CM, un community management, un mec qui va s'occuper de ton stylisme seulement, à qui tu vas faire confiance. Quelqu'un, mais attention, la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est-à-dire tu peux avoir confiance, mais aussi donner tes avis. Et également pour le marketing. Donc, je pense que l'artiste, il doit être créatif. Il doit s'intéresser à tous ces postes-là, mais ce n'est pas son métier.
Pour moi, j'aime les spécialistes dans tout. Donc, spécialise-toi dans la musique, spécialise-toi dans la perf, spécialise-toi en studio. Le reste, laisse ça aux professionnels. Comment est-ce que tu penses que les artistes devraient gérer leur après-carrière, vu que toi, dans ton cas, tu as travaillé avec des artistes qui ont Avant, déjà après, pendant. 20, 30, voilà, avant, après, pendant, et surtout plusieurs ont déjà fait 20 ou 25 ans de carrière. Sûrement certains sont en fin de carrière, ils veulent Absolument. s'arrêter en fait. Comment un artiste pourrait préparer justement euh, l'après-vie artistique en termes financiers pour ne pas tomber dans les erreurs de dépenses qui sont parfois débiles et qui pourraient mettre l'artiste en question dans des situations qui sont insolvables. En fait, l'artiste, par définition, c'est pas quelqu'un de logique. Autrement, c'est pas un artiste pour moi. C'est pas un homme d'affaires. Donc, on doit comprendre qu'il ait des émotions. On doit comprendre qu'il a envie de dépenser. On doit comprendre qu'il ait des caprices. Ça fait partie du côté artistique. Maintenant, comme tu dis, il faut pas qu'il se mette en danger. Un artiste, je pense que c'est le fait qu'il dépense énormément, qu'il a des caprices extraordinaires, qui le rend extraordinaire. Parce que je vais te dire une chose, si c'était un homme d'affaires, voilà, j'ai tant en banque, j'ai plus besoin de travailler. Elle est où la flamme? Elle est où la rage d'aller gagner de l'argent? Elle est où la rage de faire le tour du monde en tournée? Puisqu'il a assez d'argent en banque. Donc la flamme de l'artiste, c'est la passion, d'abord. Après sa fin de carrière, il n'y a aucun artiste qui est, à mon avis, on va dire, réaliste, qui va y penser. Ils ne vont pas vouloir y penser. Pour lui, dans sa tête, les célébrités avec lesquelles je travaille, et Dieu sait que c'est les plus grandes du monde, ils ne peuvent pas imaginer de s'arrêter. Comment tu vas arrêter cette vie de rêve? Pour eux, c'est comme un footballeur. Tu vas pas demander à Ronaldo, quand il est au pic de sa carrière, de penser à son après-carrière. Il n'a même pas envie. Il a envie de vivre le moment. C'est les gens comme nous, du management, qui lui rappelons tous les jours, en lui disant, attention, il va t'arriver ça, il va t'arriver ci, il va t'arriver ça. Donc c'est à nous, le management, de pouvoir lui rappeler ça. Et c'est à nous de gérer l'après-carrière. En lui disant, attention, si tu as 10 $ aujourd'hui, c'est pas sûr que tu auras 10 $ demain. Donc, si tu veux t'amuser, prends 3 $, fais ce que tu veux avec, 7 $ en banque. Mais après, il y a des mauvais et il y a des bons managements, tout simplement. En parlant d'argent, justement, qui est un sujet tabou dans plusieurs cultures et civilisations et pays, Pas pour nous. pas pour nous apparemment, mais quelles sont quelles sont déjà les différentes sources de revenus de ce type d'artiste? Si on prend par exemple Akon, donc bien évidemment il y aura des royalties qui viennent de la part du fait qu'il vend des morceaux, il y aura les paiements des booking fees dans les concerts. Quels sont les autres Alors, il y a des sources? branding partners. Donc, en fait, par exemple, lui, par exemple, il a un deal avec Nike. Donc, Nike le paye pour porter des habits Nike durant ses concerts, durant ses clips, etc. Tu as des apparitions télévisées. Donc, il y a des interviews qui sont payées. C'est pas le cas tout le temps, mais c'est payé. Tu as des soirées privées, donc private party, donc pour des gens extrêmement riches. Tu as tellement de sources de revenus. Tu as des shares dans des sociétés, parce que souvent, quand tu as des grosses boîtes, ils veulent avoir au board des gros artistes pour pouvoir faire ce qu'on appelle du image business. Par exemple, une société qui va pouvoir s'introduire en Afrique, qui veulent un ambassadeur, on appelle ça un ambassadeur, ils préféreront avoir au board, ils vont donner 5% de la société, qui est énorme en termes de capitalisation, pour pouvoir que lui soit dans la société. Il y a tellement de sources de revenus dans la musique, c'est incroyable. C'est incroyable. Si Des on devait, applications, tellement. si on devait mettre un chiffre sur l'un des artistes sans mentionner lequel, en moyenne, quel est un chiffre en moyenne qu'un artiste perçoit? Un très gros Pas. ou un moyen ou un Un petit? très gros du statut de Akon, par exemple. Entre 10, 20, entre 10 et 20, 30 millions de dollars par mois. 300 par an. 200. 200 par an. Après taxes, 50, 100, on va dire. C'est sympathique. C'est énorme. Mais eux, c'est l'Everest. C'est les max. C'est Ouais. ce qu'il y a de mieux. Bon, il a vendu énormément d'albums. Il ne faut pas oublier qu'il est producteur de Lady Gaga. Donc, il a touché sur tous les albums de Lady Gaga. C'est lui qui a découvert T-Pain. C'est lui qui a signé Chris Brown. Il a également... la dernière chanson que Michael Jackson a fait, c'est lui qui a tous les droits d'auteur. Il est également manager de Giorgio Tufor, qui est le plus gros compositeur de la planète.
Donc, celui qui a fait Michael Jackson, Britney Spears, Justin Timberlake, David Guetta, Titanium, tout ça, c'est lui. On s'en rend pas compte parce qu'on voit que l'artiste. Mais il faut voir l'eau de l'iceberg, mais il faut voir en bas de l'iceberg. Le mec, il a signé... bon, lui, c'est énorme. En termes d'édition, c'est énorme. C'est un des plus gros. Il fait partie des top 10 aux États-Unis, des plus gros en édition. Avoir Lady Gaga, déjà, c'est monstrueux. C'est monstrueux, bien sûr. Monstrueux. Il a dû prendre 300-400 millions de dollars juste en édition avec elle. C'est énorme. Lui, c'est infini l'argent qu'il a. Par contre, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce personnage. Il est tellement humble, il est tellement simple. C'est quelqu'un avec qui on a été au McDo à Porte-la-Chapelle, mais vraiment. Et il va dépenser 20 € dans un McDo. Il va à Zara. J'ai jamais vu un artiste qui va à Zara. On a été la dernière fois sur les champs, on a provoqué une émeute sur les champs. Il y avait plein de blacks et tout. Ils sont tous sautés sur lui. On est parti à Zara parce que monsieur voulait voir la collection de Zara à Paris. Mais c'est ça que j'aime chez lui. C'est quelqu'un qui vit très bien sa célébrité. On ne pourra jamais faire ça avec Snoop. On ne pourra jamais faire ça avec Rihanna. On ne pourra jamais aller avec 50 Cent sur les champs. Jamais. C'est des gens, ils n'imaginent même pas y aller. Autrement, on aurait 7 gardes du corps. On a été 100 gardes du corps sur les Champs-Élysées. Lui et moi, tout seul, dans ma voiture. Les gens, ils ont halluciné. C'est immense. C'est immense. On a provoqué, c'est passé d'ailleurs sur, je crois que c'était sur BFM à l'époque, une émeute dans le McDonald's Porte-la-Chapelle, celui qui est au début du pays. Parce que monsieur, il avait faim, on avait atterri au Bourget en jet privé, et je lui dis, attends-moi dans la voiture. Il m'a dit, non, j'ai envie de choisir moi. Et il me dit, j'aime pas les McDo froids. Donc il voulait le manger sur place. Sur place, ouais. Et la fille de la caisse, elle a hurlé, tout le monde est sorti, et ils se sont passés le mot. On s'est retrouvé avec 200-300 personnes devant le McDo. Bah là, cette fois, heureusement, on avait un garde du corps, autrement, on n'aurait pas pu sortir du McDo. Mais ça, il aime bien. Parce que c'est quelqu'un, encore une fois, c'est un Africain, même si c'est un Américain. Attention, il est né aux États-Unis. Dans la tête des gens, ils pensent que c'est un Africain. Mais il est né aux États-Unis, son père a immigré aux États-Unis avant lui, etc. Mais dans sa tête, c'est pas une star. Il vit très bien sa célébrité. C'est pas le cas de tout le monde. Bah, c'est important de garder les pieds sur terre et de laisser de côté la vanité, la prétention, surtout qui est très commune dans ce genre de milieu. Si on parle famille maintenant, je sais que tu as 2 filles. C'est ça, 2 filles. 2 filles. Comment tu arrives à allier ta vie personnelle, familiale, où tu as bien évidemment envie de passer du temps avec tes filles et les personnes les plus proches de toi-même, avec la vie de voyage, 3 vols par seconde et 50 jets par fusée? C'est juste une question d'organisation. En fait, moi, comment j'ai créé ma vie? J'ai créé ma vie comme un président, comme un chef d'État. Bien sûr, je n'ai pas la prétention de l'être, mais je vais t'expliquer. Mon agenda est pratiquement comme un chef d'État, même si je n'ai pas les compétences, le power qu'ils ont. Par contre, un chef d'État, qu'est-ce qu'il fait? J'ai copié leur schéma. Vous savez, un enfant... Quel chef d'État, au juste? Pas le big boss. Un autre chef d'État. Ok. En fait, je t'explique. En fait, ce qui se passe, c'est que un enfant, il a besoin d'un équilibre émotif, émotionnel et affectif. Ça, j'en suis très conscient. Mes filles, c'est les personnes que j'aime le plus au monde. Donc, comment j'ai créé mon truc? C'est une question d'organisation. Un enfant normal, on va dire schéma social normal. Il rentre de l'école, il est 17h, 17h30, il fait son petit goûter, il va regarder ses petits dessins animés et il va faire ses devoirs. Le papa, il finit le bureau à 18h30, 19h. Il a entre 1h et 1h30 de circulation généralement. Il arrive à la maison, il est 20h. L'enfant, à 20h30, il est couché. Ça, c'est tous les enfants normalement constitués du monde. Ils ne vont pas se coucher à minuit, ils se couchent à 20h30. Ouais. Quand je parle des enfants petits de l'âge de mes enfants. Donc, le papa, en moyenne, il va voir son enfant entre 30 et 1h le soir Maximum, pour le coucher. Et des fois même, il arrive après et l'enfant est déjà couché. Le matin, le papa se lève tôt parce qu'il faut qu'il arrive au bureau à 8-9 heures. Donc, il va faire peut-être un bisou le matin ou il va les déposer à l'école. Ça va durer 10 minutes. D'accord? Donc, on va dire c'est 1h, 1h30 par jour. Donc, sur la semaine, on va dire 7 heures. Après, le week-end, il est très fatigué. Donc, il faut qu'il aille faire les courses, etc., etc., etc. Il va voir l'enfant un peu le dimanche. Voilà. On va dire un grand jour le dimanche. Il va passer la journée avec son fils ou sa fille ou ses 2 enfants. Moi, j'ai fait une autre technique. Je dis un peu comme les chefs d'État. Moi, je passe 7 jours pleins par mois avec mes enfants. 7 jours pleins. C'est-à-dire du matin au soir, je dors avec eux, je fais le bain, je fais le shopping, je fais les jeux, les dessins animés, etc. Donc, en fait, dans leur tête, depuis qu'ils sont nés, mes enfants, ils ont l'impression que je passe plus de temps que leur ami, leur papa. Parce que moi, je dors avec eux, je me lève avec eux, je fais le petit déjeuner, je le prépare. Donc voilà comment j'ai réussi à trouver cet équilibre. Et ça se passe très, très bien. En tout cas, j'ai l'impression que mes enfants sont très équilibrés. Limite, quand je pars, ils sont contents parce qu'ils ont tellement passé de temps avec moi.
C'est ça qui compte. C'est pas la quantité, c'est la qualité avec les enfants. Et on ne choisit pas son métier, on ne choisit pas sa passion, mais on choisit quand même d'aimer les gens. Mes enfants, ils n'ont pas demandé d'être aînés, mais par contre, moi, j'ai demandé de les assumer. Voilà comment j'ai trouvé. Et ça se passe très bien. Ma fille a 7 ans, l'autre en a 4. Et elles adorent. On est tout le temps ensemble. Et chaque fois qu'on va en vacances, on va un maximum en vacances. On va en vacances tous les 2 mois. On était encore à Marrakech il y a 2 semaines. Donc voilà un peu la vie. Je pense que c'est assez optimal comme stratégie. Et de toute manière, moi, personnellement, je pense que le père n'a pas forcément besoin d'être tout le temps avec ses enfants. C'est quand même ça rapporte beaucoup de valeur le fait qu'il aille faire ce qu'il a à faire. Et Tu qu'il vois le revienne papa à la avec maison. voilà, Tu vois le papa à la maison en train de zapper sur un canapé. sur la télé à regarder Voilà. des chaînes En fait, TV ou quoi. les enfants, ils copient ce que le père Ce fait. que le père fait, ouais. Voilà. Alors que ici, dans ton cas, le papa revient avec beaucoup d'histoires, d'expériences, Voilà. de leçons. Exactement. Et les enfants sont en train de l'attendre Ex- avec impatience. C'est exactement ça. Il est où le mani? Voilà. Il est là. Et je mets les pieds sur la table, j'ai 3 femmes. Ma femme et mes 2 filles, tu vois. Ouais, Donc c'est ouais. génial. Mais ce qui est beau, c'est que on choisit pas sa condition. Mm, On ne la choisit pas. C'est-à-dire, c'est ce métier qui te choisit. C'est pas toi qui dis je veux être DJ. C'est la musique qui est venue à toi et cette passion qui t'a happé. Et à partir du moment où tu es présent, mais présent, c'est pas être là et regarder la télé et tes enfants jouent à côté. C'est pas ça la présence. La présence, c'est d'être là quand ils ont besoin de toi, c'est de les appeler tous les jours. Moi, mes enfants, c'est minimum 1 à 2 FaceTime par jour, tous les jours. mm, Il n'y a pas un jour où je ne les ai pas eu au téléphone. Mhm. Et ils me racontent leur école, ils ont besoin de se confier. Et je pense même que je suis encore plus proche de mes parents que des parents normaux. Parce qu'en fait, comme on a des moments précieux, ils me disent tout, ils se confient tout, ce qu'ils ne diraient pas au père. Parce que moi, je vois, j'ai des amis, même mes frères, mes sœurs, etc., ils n'ont pas le même rapport avec leurs enfants. Ils ont une espèce de distance que moi, cette complicité, je l'ai avec mes enfants. Et eux, comme ils savent que je vais partir ou quand je viens, ils me disent tout, ils se confient, ils me font des choses que, en tout cas, je ne vois pas à côté. Depuis la nuit des temps, il y a eu plusieurs sciences qui ont été inventées pour justement expliquer les phénomènes présents dans la vie. La physique pour expliquer la gravité, l'électromagnétisme, les maths pour faire des formules et de formaliser la chimie, etc. Toutes ces sciences se sont alliées pour résoudre des problèmes génériques. Mais il y a un problème que je ne sais pas s'il est résolu ou pas. Et à chaque fois que je rencontre quelqu'un d'intellectuel, j'ai envie de lui poser la question. La question est la suivante. Que veulent les femmes ? Oh, là, tu m'as posé une question incroyable. Je pense que c'est le meilleur pour la fin. Alors, il y a une phrase qu'une femme m'a dit un jour, que j'oublierai jamais. Ça a marqué toute ma vie. Les réseaux sociaux, c'est le fléau du siècle. C'est super bien d'un côté, encore une fois. Ça peut nous permettre d'envoyer des informations rapidement, de créer un réseau qui est immense dans le monde entier. Mais en même temps, pour la relation humaine, c'est ce qui est pire. Ça se centre que sur nous. C'est nous, c'est nos followers, nos likes, nos si. Et c'est des compétitions toute la journée. Et c'est tellement fort celui qui a créé ça. C'est la vanité et l'égocentrisme. Les 2 plus gros défauts de l'homme et de la femme, naturellement. Elle est belle, cette phrase. Ouais, tu vas courir T'as jusqu'à 100 la followers. fin, ouais. Moi, je me souviens, quand j'ai eu mon Instagram, j'ai commencé, j'avais 100 followers. J'étais content. Puis après, je dis 1000. Bam, 10 000. Là, j'ai 280 000, je suis presque 300 000. J'ai envie d'un million. 500 000, 1 million. Et quand j'aurai 1 million, je vais me comparer à des gens qui vont avoir 100 millions. Et après, je lui dirai, Kim Kardashian, elle a 450, pourquoi moi j'ai que 100? Et Cristiano, il a le max. Voilà. Et 500. ouais, mais lui-même, demain, il veut 8 milliards. Voilà, exactement. Il va dire, mais attends, il y a 8 milliards sur la Terre, pourquoi j'ai pas 8 milliards? Ouais. Et il n'est pas heureux. Et en fait, tu cours après des chiffres infinis. Parce que moi, je suis marié. Le mariage, c'est un engagement. Et c'est pas tout le monde qui va vouloir s'engager. C'est ça l'histoire, tout simplement. Aujourd'hui, on est dans un monde de zapping. C'est-à-dire que les gens, ils zappent. Ils zappent step by step, step by step. Le mariage, c'est un engagement. C'est un papier que tu signes vraiment pour le meilleur et pour le pire. Mais les gens, ils veulent que le meilleur. Bien sûr. Donc, c'est dur de gérer un mariage. Donc, c'est pour ça que les gens veulent plus s'engager. En vrai, il n'y a pas de lumière sans obscurité, donc il faut accepter les 2 cas, les extrêmes positifs et les extrêmes négatifs. Ben, si vraiment l'amour est réel, ça doit tenir même quand ça ne va pas. Autrement, ce n'est pas un amour. C'était un rêve ou une illusion d'amour, je pense. En parlant de réseaux sociaux, du coup, quel est le meilleur moyen pour qu'on puisse éduquer les enfants dans un environnement qui ont une sorte de marécage, en fait, avec ces réseaux sociaux qui sont là
qui portent un danger, que ce soit émotionnel ou alors mental, vis-à-vis des petits. Moi, je pense qu'il faut réguler les réseaux sociaux. Si j'avais, moi, la décision, je ferais des réseaux sociaux d'enfants. Ça serait génial. Genre moins de 12 ans, naissance 12 ans, 16 ans, 21 ans. Et tu n'aurais pas le droit d'aller dans un autre réseau. Déjà, ça éviterait tout ce qui est pédophilie, ça éviterait de voir des choses que tu n'as pas envie de voir. Je sais pas, moi. Bon, grâce à Dieu, j'ai des filles. Mais si j'avais un garçon qui a 8 ans, j'ai pas envie qu'il aille faire un feed et qu'il voit une fille en string en train de danser du twerk à 8 ans. Qui a changé de gendre, qui a fait des opérations en Voilà, qui a... Peu importe, mais des choses violentes qu'il n'a pas à voir à son âge. Nous, à 8 ans, on ne voyait pas ça. On voyait de la nourriture Voilà, devant nous. des jeux, du foot, on sortait, on faisait du sport, on courait, voilà. Mais ça, je pense que s'ils arrivent à faire ça, ça va régler beaucoup de problèmes. Parce que si tu vois ce qui se passe dans les cours de récréation, c'est pas rose. Ouais, parce qu'au final, la société, elle est faite de familles, les familles sont faites de couples et d'enfants, et en fait, toute la société repose sur comment sont éduquer les enfants à la source. C'est ça, c'est ça. C'est une plante. C'est une plante, ouais. On dit les mauvaises plantes, les bonnes plantes, c'est ça, en fait, l'histoire. Comment ça grandit. Ouais. Pour finir, Mani, j'aimerais te poser quelques questions rapides, des one-shot questions. Quel message as-tu à dire au Mani qui avait 20 ans? Keep going. J'adore cette phrase. Continue. À 20 ans, j'étais bien sur les rails, déjà. À 20 ans, j'étais violent, dans le bon sens du terme. Donc, j'étais... les gens, j'étais incompris à 20 ans, mais moi, je savais déjà. C'est ça qui est génial. Quand tu sais au fond de toi, le doute, c'est important. Attention, le doute, il faut douter. Mais un doute positif. Il y a doute négatif et doute positif. Le doute positif, c'est... Ouais, ça va mettre du temps, mais je pense que je vais y arriver. Le doute négatif, c'est mais pourquoi ça? Je vais pas y arriver. Ah, mais c'est sûr. Comment je vais payer mon loyer? Ça, c'est le doute négatif. Quel message as-tu à donner au Mani de 70 ans? Quel life. What a life. J'arrive. Non, what a life. What a life. What a fucking life. Déjà, j'ai 48. J'ai du mal à y croire. Alors, j'imagine à 70. J'espère que je serai épanoui. J'espère que je serai en forme physiquement. Je pense que oui, parce que moi, j'ai une vie saine. Je bois pas d'alcool. Je me drogue pas. Tout. J'ai une vie super saine. I'm fucking boring. Qu'est-ce que tu penses de Elon Musk? J'aime beaucoup. Alors, dernièrement, j'aime beaucoup. Je vais te dire pourquoi. J'aime bien le mec. J'aime bien sa mentalité. Il est différent. Il est dans son monde. J'ai rencontré sa mère, avec qui j'ai bossé, Mayan Musk. On a fait un événement à Cannes ensemble. Cristiano Ronaldo ou Messi? Alors, Cristiano Ronaldo, j'ai déjà rencontré. On a dîné ensemble. Et on a un ami en commun qui s'appelle Gianluca Vacchi, dont je manageais. L'Italien, le DJ, voilà, qui est devenu exactement, un peu DJ, ouais. qui est devenu un peu DJ. Et en fait, on a fait un gig à Madrid il y a 4-5 ans, un très gros gig. Et figure-toi, Cristiano est venu à l'hôtel pour le rencontrer. Donc, son manager m'a contacté moi. Donc, tu t'imagines, manager à manager. Il m'a dit Cristiano, donc j'ai fait la rencontre. C'était génial, il était super sympa. Il était adorable, limite timide. J'étais étonné, je ne m'attendais pas du tout à ce genre de caractère. Et on s'est revus après, figure-toi, à Cannes, sur un tournage avec Pitbull, un complet hasard. On a tourné pendant l'Energy Music Award, c'était en mois de janvier, je me souviens, pareil, il y a 4-5 ans, peut-être 6 mois après. Et il m'a reconnu, bien sûr, parce qu'on a passé quand même 2 heures ensemble. Et il était adorable. Il avait son petit chien, trop marrant. On a été dîner, on est parti au Baoli. De Cannes. Ouais. Et c'était génial. Voilà. Donc Cristiano. Ouais, Cristiano. Très sympa. Messi, je ne connais pas physiquement, personnellement. Moi, je pense que c'est un monstre en foot. Mais je ne suis pas fan de foot, pour être honnête avec toi. Je suis plus fan de musique. Rolex ou Philippe Patek? Alors, j'ai les deux. Aujourd'hui, j'ai Patek. Patek. Donc Patek. Pourquoi Patek? Parce qu'en fait, tout le monde a des Rolex. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des Patek. Voilà. Et moi, j'aime l'originalité. Dernière question pour Mani. Comment est-ce que tu veux que l'histoire de Mani soit inscrite dans l'histoire? Un jeune Marocain avec beaucoup de rêves qui a touché le Graal. Voilà, tout simplement. Ça fait plaisir, Mani. Merci beaucoup pour être là. Merci, Jalal. On refera ça bientôt. C'était très intéressant. C'était une psychanalyse en live. Merci. Ciao.